Bonjour, je me présente Ariat Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Hello à vous les auditeurs, je suis contente de vous retrouver dans le nouvel épisode de la saison 2 de The Voice of Ortho. Je vous fais un petit récap. Donc on se retrouve chaque dimanche pour un nouvel épisode, soit avec un invité ou en solo, petit et grand format. Donc les grands formats, ça dure à peu près une trentaine de minutes, grand max 45 minutes, alors que pour les capsules solo, c'est on va dire une quinzaine de minutes. Pour cette nouvelle saison, on a envie de s'amuser, on a envie de faire des choses qui pourraient intéresser tout type de public, pour élargir les personnes qui pourraient écouter. Encore une fois, je trouve que le fait de parler de langage communication, trouble du langage, trouble du comportement, pas mal de choses, parce que on n'est pas forcément orthophoniste, psychomotricien, thérapeute, psychologue, ergothérapeute, médecin, ou dans l'enseignement aussi, mais on est forcément confronté à un collègue de travail, à un élève, à un membre de la famille, à un ami qui a peut-être des troubles de la communication, des troubles du comportement, et je sais pas forcément comment, on va dire, me comporter, comment l'aider, comment aussi, s'il n'y a pas eu de suivi pour cette personne-là, comment l'orienter, vers qui, à quel moment, comment. Donc vraiment, ce podcast-là, il s'adresse à toute personne et j'ai envie vraiment de faciliter l'accès à l'information pour pouvoir vous aider, parce qu'au final vous aussi vous avez un rôle, vous avez le rôle de transmetteur, vous allez transmettre ces informations là qui selon vous peuvent être pertinentes, que vous avez partagées avec votre entourage, vos collègues, avec vos amis, avec votre famille. Donc n'hésitez pas à nous proposer s'il y a des sujets qui vous intéressent en commentaire, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent le podcast et franchement ça fait très très plaisir de voir que le public s'élargit un petit peu plus, mais malheureusement pas tout le monde s'abonne. Du coup n'hésitez pas à vous abonner parce que ça donne plus de visibilité. Je sais qu'on n'y pense pas souvent, mais en tout cas ça sera un vrai plus pour le podcast, pour que cette aventure puisse continuer. Donc je vous remercie et c'est parti pour l'épisode. Installe-toi confortablement, prends ton petit café, ton petit thé, un petit carnet, parce qu'on va réfléchir aujourd'hui. Même si c'est un épisode court, mais il y aura pas mal de réflexions. Entre soins et émotions, comment l'orthophoniste tient le cap ? On y pense souvent. On se dit qu'il est utile d'apprendre à un enfant à comprendre ses émotions, à gérer ses émotions quand il est frustré, quand il est content, quand il est dans différents états d'esprit, essayer de leur expliquer. Mais au final, est-ce que nous, on sait gérer nos émotions ? Est-ce que nous, on sait écouter notre corps ? Est-ce qu'on est capable d'identifier nos émotions et qu'est-ce qu'ils amènent à certaines réactions ? Je pense que non. Parce qu'au final, c'est vrai qu'en 2025, déjà depuis 2020, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La méthode, la manière avec laquelle on va éduquer cette nouvelle génération, la manière avec laquelle on aborde certains sujets, on y prête plus attention parce qu'on a vraiment bien compris l'utilité et l'importance. Mais notre génération, nous, c'est-à-dire d'enfants qui sont nés dans les années 90-80, c'était pas vraiment quelque chose pour lequel on va mettre du temps à expliquer. C'était plutôt mets ça de côté, on n'y pense plus et passe à autre chose. Et c'est tout. On va imaginer ensemble une situation. Fermez les yeux et c'est parti. On va avoir des scénarios en parallèle. Pour les personnes qui sont thérapeutes ou pas, je suis sûre et certaine qu'on a déjà dû faire face à cette situation. On l'a peut-être pas vécu, mais on l'a vu. Donc on imagine un jeune enfant par terre en train de pleurer et taper des pieds. Ça serait quoi mon premier réflexe ? Premier réflexe, c'est d'arrêter ça. Pourquoi ? Parce que ça m'embête, parce que ça m'énerve de voir mon enfant ou un enfant faire ça, ou bien parce que j'ai peur d'être jugée, parce que c'est un lieu où il y a plein de personnes, ou parce que le sol il est sale. Voilà. Donc toutes les raisons qui vont m'amener à aller vers une solution, c'est pas pour rassurer ou pour aider cet enfant-là, mais c'est pour arrêter la crise. Et est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Pas vraiment, parce que dans, on va dire, plus de 50% des cas, ça va juste accentuer le problème.
Et la réaction de l'enfant, elle sera encore plus forte et plus importante. Parce que lui, il y a quelque chose qui se passe en lui qui l'amène à faire cette crise-là. Donc, du coup, si moi je viens et j'arrête d'un coup cette réaction-là, bah pour lui c'est plus frustrant. Pourquoi tu me comprends pas? Bah, j'essaie de faire expliquer quelque chose, j'essaie de te transmettre une information, et toi tu l'assimiles pas. Toi tu penses que à l'arrêter. Ah bah du coup ça ne marche pas. Donc, quoi faire? Ah bah il n'y a pas vraiment une réponse. Parce que, encore une fois, quand on est face à un enfant en pleine crise, même un adulte qui s'énerve, le premier réflexe c'est de le calmer, d'accord? Et quand on veut calmer une personne, il y a différentes façons de le faire. Il y a certains enfants qui vont avoir besoin d'un contact, d'autres qui vont avoir besoin d'une voix rassurante, d'autres qui vont avoir besoin qu'on les aide à aller vers un endroit beaucoup plus calme pour se canaliser, d'autres enfants qui ont besoin au contraire d'espace. Donc du coup c'est très important de leur apprendre à exprimer leur colère ou leurs émotions d'une manière où l'information passera beaucoup plus clairement, d'accord? Mais en fin de compte, comme on le sait très bien, les enfants, ils apprennent par imitation. Donc, la manière avec laquelle moi je vais gérer mes émotions, ça sera de la même manière que cet enfant-là va gérer ses émotions, parce qu'il se calque sur vous. Et quelque chose qui est super important, on n'y pense pas souvent, c'est vrai qu'on le sait, mais on a tendance à l'oublier, c'est que les enfants, c'est comme une éponge. Et on le dit souvent que le bébé, même dans le ventre de la maman, le fœtus, il ressent ce que maman ressent. Quand maman elle est contente, quand la maman elle est frustrée, quand elle est stressée, le bébé il le ressent aussi. Pareil quand on donne le sein à son enfant, il y a une réelle connexion au niveau des odeurs, au niveau des sens, au niveau du battement du cœur. Il y a beaucoup de choses qui passent par là. Et là, du coup, l'enfant, il aspire. Donc, si je vois que mon enfant, il a du mal à gérer ses émotions, que cet enfant-là, il se met en colère, qu'il tape, qu'il crie, est-ce que moi, je crie à la maison? Est-ce que moi, je tape à la maison? Est-ce que moi, je jette quelque chose quand je suis énervée? Avec quelle posture? Parce que malheureusement, on a appris ça. Parce que ça se transmet de génération en génération, que quand l'adulte y parle, l'enfant il se tait. Quand les grands y parlent, le petit se tait. Et en fait, on est toujours dans cette hiérarchie-là. Mais en fait, ça ne marche pas toujours. Effectivement, c'est important de respecter les personnes plus âgées que nous, qu'il y ait quand même un respect mutuel dans les deux sens. Mais c'est pas pour autant que je suis petit, jeune, ou juste plus jeune que toi, que ma parole n'a pas de valeur, que mes émotions n'ont pas de valeur. Tout ça pour vous dire qu'au final, ce qui se passe très souvent de manière limite automatique, c'est de chercher tout de suite la solution. Chercher à arrêter le problème. Mais jamais à réellement comprendre et à essayer de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je vais faire référence à la BA. Parce qu'à la BA, dans cette science-là, c'est pas une méthode, c'est une science. Dans cette science, c'est quelque chose qui s'applique partout, même en marketing. Dans les sociétés, dans tout, dans la vie. C'est pas uniquement pour les personnes présentant un trouble du spectre autistique ou des troubles du comportement. On cherche à voir ce qui s'est passé avant, pendant et après, les réactions. Et ça, c'est quelque chose qui est super important quand on travaille avec des personnes avec des troubles du comportement, c'est de faire attention à mes réactions. Attention à ce que je peux amener, parce que la réaction que je pourrais avoir pourrait, on va dire, intensifier un comportement pas voulu, donc du coup je le sollicite encore plus. Et pareil, des fois, je vais éteindre un comportement que j'ai envie de solliciter. Donc mes réactions, elles sont très importantes. Et c'est quelque chose que je peux appliquer dans mon travail, dans mes relations amicales, dans mes relations familiales, dans mes relations, on va dire, de manière générale, avec tout type de personnes. Et je trouve que travailler avec des personnes qui présentent des troubles du comportement nous apprend beaucoup sur notre patience, sur notre manière à nous à gérer les choses. Et surtout, ce qui est super important, on a parlé avec Madame Noama Boulgana lors de l'épisode sur la psychomotricité et l'autisme, c'est qu'au final, les réactions que l'enfant peut avoir, c'est pas forcément qu'il cherche à vous énerver
ou qui cherche à avoir une réaction de vous. C'est que peut-être que pour lui c'est amusant, parce qu'il considère ça comme un jeu, ou parce que quand il fait ça, il a l'attention qu'il recherche. Il ne sait pas la demander autrement. Donc au final, il ne faut pas oublier que ce sont des enfants, et qu'un enfant, il est innocent, qu'il ne sait pas toujours ce qu'il fait c'est bien ou pas bien, ou l'enfant ne va jamais chercher à faire du mal à quelqu'un. Il va pas chercher à vous énerver juste pour vous énerver. Il y a toujours quelque chose derrière d'innocent. C'est qu'il recherche de l'affection, il recherche de l'attention, il veut juste s'amuser. Mais en fait, les réactions que nous on va avoir, nous comment on va interpréter les choses, en fait, c'est ça qui est important. Parce que des fois, dans une histoire, on le dit souvent, il y a toujours deux versions. Il y a comment moi j'ai interprété les choses et comment l'autre personne a interprété. Et des fois, ça peut être la même situation, mais on l'a vécu de deux manières différentes. Moi, par exemple, j'en garde un très mauvais souvenir, alors que l'autre, pour lui, c'était une journée tout à fait normale ou voilà, un moment limite agréable. C'est pour ça que prendre du recul, c'est super utile et super important, notamment quand on est thérapeute. Parce qu'au final, pendant toute notre journée, on peut être face à, ça dépend de chacun, peut-être 9, 10, 12, 14 patients, ou 15 patients, ça dépend, dans la journée. Et chacun a son histoire, chacun a son vécu, chacun a ses problèmes, chacun a un environnement différent. Donc du coup, moi j'y crois toujours beaucoup à cette chose-là de l'énergie, que nous on essaie de donner une énergie positive, agréable à nos patients adultes, enfants, bébés, personnes âgées. Et que eux, de leur côté, c'est comme si c'est comme une désintox, ça. C'est comme si on essaie de enlever toutes les énergies négatives qu'on pourrait avoir à l'intérieur de nous. Hop. Ah du coup, ce qu'elle fait le thérapeute, c'est qu'il aspire. C'est comme par exemple si je vais chez un psychologue où je partage mon anxiété, mes difficultés, mes problèmes, et j'en ressors soulagée. Mais pour que je m'en ressorte soulagée, je dois en fait extraire mes énergies négatives. Et où est-ce qu'elles vont mes énergies? Elles vont face à la personne en face. Vous voyez? Et je pense que dans chaque groupe d'amis ou de famille, il y a toujours une personne qui va avoir ce réflexe-là de nous on le sait, cette personne-là, elle se plaint toujours. Cette personne-là a toujours besoin de dégager son énergie négative. Mais est-ce que moi je suis apte? Est-ce que moi je suis prête à écouter? Est-ce que je suis prête à, on va dire, aspirer son énergie et essayer de lui donner mon énergie à moi? Des fois, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut bien gérer son planning, gérer ses rendez-vous. Par exemple, je sais que cette journée-là, j'ai pas mal d'enfants présentant des troubles du comportement. Je vais essayer de pas tous les mettre la même journée, parce que je sais que ça va être très compliqué pour moi, qu'en fin de journée, je serai pas au top de ma forme et je serai peut-être pas productive et je pourrai pas les aider tel que je le souhaite. C'est pour ça que j'ai un énorme respect pour les personnes qui travaillent principalement avec les enfants autistes ou qui ont des handicaps, parce que c'est une charge émotionnelle importante. Et pour ces personnes-là, peut-être que pour eux c'est bien, ils ont plein d'énergie positive qu'ils ont envie de dégager, ils arrivent bien à gérer leurs émotions. Moi je parle de ce principe-là. Si je travaille avec des personnes en situation de handicap ou avec des troubles du comportement, je dois être capable, être sain d'esprit déjà, être capable de gérer mes émotions et les émotions de l'autre. Et jamais de faire un transfert. Parce que ça arrive souvent. Que moi je vais transférer mes émotions, mon interprétation sur une situation donnée, alors que ce n'est pas du tout le cas, que j'ai pas pris le recul par rapport à ça. Faire des pauses, gérer son planning, prendre des vacances, ça c'est important, il faut savoir souffler. Je vais pas sauver le monde. Oui, j'aide les gens, mais ce n'est pas à moi de résoudre tous les problèmes. C'est pas à moi de faire parler à 100% cet enfant-là, de le rendre parfait, de le rendre l'enfant dans la famille rêve. Je n'ai pas ces capacités-là, même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Donc il faut se mettre des limites et être réaliste, avoir des objectifs à court terme et savoir où est-ce que j'en suis. Et surtout faire des pauses. Parce que on ne parle pas de ça souvent, mais le burn-out, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes thérapeutes dans le domaine de la santé, parce qu'on donne beaucoup de notre personne, beaucoup de notre énergie et de notre santé aussi. Donc faites des pauses, reposez-vous, prenez des vacances et apprenez à gérer vos émotions.
Et la meilleure manière de le faire, c'est en lisant. Lisez des livres, écoutez des podcasts comme The Voice of Ortho. Parlez-en à votre entourage, échangez par rapport à ça. Et essayez toujours de comprendre. Mais ne cherchez pas à résoudre le problème directement. On n'a pas une solution à tout. On apprend sur le tas. Si vous êtes jeune parent ou parent avec pas mal d'enfants mais un nouveau-né et vous n'arrivez pas à le gérer, chaque enfant est différent. C'est pas parce qu'on est parent qu'on sait automatiquement gérer certaines choses. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on sait gérer tous les enfants. C'est pas parce que on est médecin qu'on peut résoudre tous les problèmes et guérir toutes les maladies. Et c'est pas grave parce qu'en fin de compte, avant tout, on est être humain. C'est la fin de cet épisode. J'espère que je vous ai amené à la réflexion, que je vous ai fait comprendre qu'il faut gérer, comprendre ses émotions avant d'aider les autres à comprendre les leurs, apprendre à dire non, apprendre à faire des pauses, apprendre à s'écouter, à prendre du temps pour soi et faire des choses pour soi. En parallèle de l'orthophonie, par exemple, moi je fais pas mal d'activités en parallèle qui m'aident beaucoup. Ça peut être le sport, le yoga, la méditation, la musique, la danse. Il faut savoir avoir une vie en dehors du travail parce que on peut être aussi passionné qu'on le souhaite. On peut aimer notre travail autant qu'on le souhaite, nos passions, la famille autour. On les aime beaucoup. Mais au final, on est qui avant d'être thérapeute ? Avant tout, on est une personne. On est nous. Donc, notre métier ne nous définit pas. C'est notre personnalité qui nous définit, notre centre d'intérêt, ce qu'on aime faire. Et du coup, apprenez à vous écouter, prenez du temps pour vous et amusez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de The Voice of Ortho.